Un film, ça se tourne entre 20 et 30 jours, je dirais. Quand on a dit à Paul, tu vas faire ton film en 9 jours, voilà, c'était pas facile pour lui. À part les jours de tournage, c'est un film classique. Donc on avait 4 à 6 semaines de construction de décors. L'approche artistique et même le défi, on va dire quand même, hein, c'était qu'en fin de compte, les 3 décors qu'on a construits en studio allaient jouer en même temps. C'est un genre de huis clos, je dirais quelque part, un huis clos peut-être numérique ou un huis clos d'écran. Sur le projet du pilote, la tâche était vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de faire sur les autres fictions. C'est-à-dire qu'on déjà, a priori, en lisant le scénario, on n'est même pas sûr de tourner avec des vraies caméras. On se demande si on va tourner avec des webcams, si on va tourner avec des téléphones, si on va tourner avec des engins militaires, des caméras thermiques ou des choses comme ça. Donc déjà, rien que la première attaque, on se demande, on comprend tout de suite que ça va être différent. J'ai fait la remarque que les Américains ils étaient très forts pour traiter rapidement l'actualité. C'est-à-dire après MeToo, il y a eu 3-4 films dans les 2-3 années qui suivent. Pareil après la crise des subprimes, ils sont arrivés à faire rapidement des films. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui, dans l'actualité française, pourrait être un sujet intéressant? Il s'avère que ça faisait quelques temps que François Hollande avait envoyé nos troupes au Mali. Je me suis dit qu'il y avait un sujet là à creuser. Et à partir de cette idée de qu'est-ce que je pourrais raconter sur le Mali est venue toute la mécanique de pilote. Attention, silence! On a construit 2 cabines de pilotage, une chambre d'hôtel, dans lesquelles, en fin de compte, tous les comédiens ont joué simultanément. C'est là où était le défi technique le plus important, en fin de compte, où on a été contraint d'isoler aussi les parties phoniquement pour que les comédiens soient à l'aise et se sentent isolés les uns des autres sans qu'il y ait une interférence. Dans le cadre de l'univers en soi de chaque décor, on s'est rapproché de décors très réalistes, le plus réaliste possible. Faire tout ça en 4 semaines, si c'est possible, ben oui, parce qu'on l'a fait. Il est pilote de drone, il a un copilote, il y a une autre équipe de drone qui est quelque part ailleurs au Mali. Donc on se retrouve avec 4 comédiens, déjà pour les équipes de drone. Et en même temps, ce personnage principal, il va dialoguer avec des personnages qui sont sur d'autres décors. Donc on aurait pu tourner ça de manière classique, c'est-à-dire un comédien à la fois ou 2 pour la scène, en chant contre chant. Sauf que là, le procédé ne fonctionnerait pas du tout. Et puis surtout, on avait très envie, lorsque des comédiens se donnent la réplique sur 2 décors différents, sachant que le script, je l'ai construit en ayant énormément d'interactions entre plusieurs décors à la fois. On s'est dit que la meilleure manière pour qu'ils puissent se renvoyer la balle et qu'en termes de jeu, ça soit bien, c'est de travailler avec plusieurs décors à la fois. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir ces décors en même temps sur le même plateau. C'est pour pouvoir tourner nos 2 cabines de drone en même temps, et puis la cabine de drone principale en même temps que la chambre d'hôtel. Et tout ça avec des retours audio et vidéo pour que les comédiens se voient et s'entendent, et puissent réagir le plus naturellement, comme s'ils étaient en face de l'autre dans la même pièce, alors qu'ils sont sur des décors qui physiquement sont séparés. Rien n'a bougé dans la chambre, Marie est ligotée avec son gilet explosif. Anya, assise sur le lit, ne quitte pas des yeux sa fille. De toute façon, je pense que cette phrase-là... Hugo Baker, c'est la super grosse bonne surprise pour moi. Quand j'ai écrit le script et que je l'ai proposé aux producteurs, donc Eric, Thomas et Jordan, on se demandait à qui on allait demander pour le rôle principal. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on était dans une pièce et je dis je pense à quelqu'un. Les garçons m'ont dit on pense aussi à quelqu'un. J'ai dit Hugo Baker, et ils m'ont dit c'est marrant, nous aussi, on pensait à la même personne. Quand j'ai lu le scénario, je suis vraiment tombé dans le truc, et la fin du film m'a pris aux tripes. Donc j'ai eu envie de... Je me suis dit que c'était assez original comme approche et que ça n'avait pas vraiment été fait jusqu'à présent. Et puis le dispositif du film aussi, le fait que ce soit un huis clos, c'est assez attirant parce qu'en termes de jeu et de performance et du coup d'amusement sur
sur le plateau, même si on se met dans des états pas possibles. Voilà, il y a des gens un peu fous comme moi que ça amuse. Mais donc je pense qu'il y avait ça, le dispositif mis en place qui permet une immersion totale dans le personnage. C'est un garçon qui s'est investi dès le début, avant même qu'on ait le logo des chaînes, qu'on ait le financement, qui est revenu avec moi faire une passe d'écriture. Le scénario, il était, je sais pas, je donne des chiffres là, à 90% du 95% de son potentiel, et avec lui on allait aller chercher les 5-10% supplémentaires qui permettaient de pousser le concept encore plus loin, de lisser 2-3 passages, donc vraiment super impliqué. Et puis moi je suis ravi de travailler avec lui parce que au-delà du côté humain, où franchement je trouve super sympa, on t'entend bien, c'est un gros bosseur. C'est un garçon qui donne l'impression qu'il est déconneur, qu'il est toujours prêt à sortir une blague, mais en fait c'est un gros bosseur. C'est un garçon qui est exigeant à la fois avec lui-même pour essayer d'essayer d'atteindre un certain niveau d'excellence, qui est exigeant aussi avec ses partenaires, parce que pour qu'un comédien soit bon, il faut qu'en face les autres comédiens soient bons, et je pense que là il devrait être bien servi. Et à mon cas, moi j'ai hâte qu'on joue vraiment les scènes pour voir qui est bon et qui est mauvais. Mais globalement, je suis très content. Mais je trouve qu'il a été assez bien fait parce qu'on allait chercher vraiment les acteurs qui correspondaient le mieux au personnage, sans voilà, parfois on va un peu vers la facilité, et là je trouve que c'est pas le cas. Il y a même des personnages qui ont été changés, qui sont devenus des femmes, et je trouve que c'est très bien. L'autre personnage pour lequel c'est allé assez vite, c'est le personnage de Karim, qui est le binôme de Daniel. J'avais pas vraiment d'acteur en tête en écrivant. Et puis Jean-Pierre Macri est décédé, et ils ont repassé Le Sens de la Fête à la télé. Et pendant que je le regardais avec ma femme à côté, elle me disait Et en effet, Eya Idara est absolument génial dans ce rôle, dans ce film. Et du coup, c'était une évidence en la voyant. Bah oui, c'est Karim. Greg Fitoussi, c'est un mec des forces spéciales qu'on voit dans 2 scènes, donc c'est assez rapide, scène plutôt physique, mais 3 scènes, pardon. Et je pensais pas qu'il dirait oui, parce que c'est un petit rôle avec peu de temps de présence à l'écran, mais comme les producteurs ont eu l'occasion de travailler avec lui sur un autre film, Hostile, ils lui ont proposé, il a dit oui tout de suite. Ça l'amusait de venir jouer justement un garçon qui manie des armes à feu, et vraiment sans discussion, sans se prendre le chou, et c'est comme ça qu'il est au quotidien. Quand on travaille avec lui, Greg, c'est quelqu'un de très sympa, de facile d'accès, et en même temps quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur ses personnages. Toute action, il a besoin de la justifier, il a besoin de comprendre. Je suis en costume, on vient de commencer à trouver un peu les fringues du perso, les petits accessoires, la peu cou et tout. Le perso, c'est moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est un ancien militaire, quoi, un ancien des forces spéciales qui est basé au Mali et qui est une espèce de mercenaire. Mais bon, en l'occurrence, apparemment, il est toujours en fonction, quoi. Donc c'est des gars qui sont un peu en mode anonymat et en mode monsieur tout le monde sur le terrain, sur zone, et qui sont prêts à agir et à faire un peu tout, à être un peu dans tous les coups, quoi. Et c'est des gars qui ont peur de rien, qui sont dans l'action et qui attendent que ça, qui ont été formés pour ça et qui sont un peu des casse-coups. J'ai joué un mec des forces spéciales aussi qui ressemblerait un petit peu à ce personnage-là dans le Bureau des légendes. Mais il y en a beaucoup sur zone, des gars comme ça qui travaillent souvent avec les services secrets d'ailleurs, qui sont souvent en undercover, quoi. Tu sais, quand je veux un metteur en scène qui connaît bien les armes, qui vient me voir et me demande des armes incroyables. Mais ça le temps que ça sorte. Si elle vient me voir 1 an ou 2 après ça sort, une fois que c'est sorti, là ça part. Tu peux pas aller je peux pas apparemment. Pour que les gars aient une bonne protection et qu'en même temps ils puissent bouger, et puis un max de matos autour. Et certains qui veulent être encore plus mobiles, ils ont carrément ces petites choses-là. Ça, c'est les vraiment derniers trucs qui viennent d'arriver, avec les montages rapides sur les côtés pour les enlever. Donc ensuite, ce qui est bien, si on a affaire à des soldats de force spéciale, c'est qu'ils ne soient pas nachés. Oui. Rien n'est pareil. Donc avec ça, tu progresses sans problème, et bam bam, bam bam, comme une arme normale, en tir instinctif. Par contre, ensuite, ça peut se poser sur n'importe où, et là, tu te retrouves en position, comme ça, en position sniper.
Quand on fait des insurgés, on leur laisse généralement les crosse-bois parce que pour le spectateur, c'est plus clair que ce sont des gens qui ont des armes un peu anciennes et qui viennent de la montagne, qui sont planqués dans des villages. Ils contrastent pas avec un matériel haut de gamme, avec des trucs en polymère. Un peu de silence, s'il vous plaît. Thierry a terminé. C'est bon pour Antoine. Oui, tu peux fermer la fenêtre, s'il te plaît. Il y avait deux solutions. Les fonds verts, en se disant, bah, hop, on remplira les fonds verts en post-prod, tranquille, et on n'en parlera plus. Ou de le faire en amont du tournage pour que donc ces images soient intégrées dans le tournage. La post-prod, pour moi, elle est là pour sublimer, pour ajouter, pour corriger dans certains cas, mais elle n'est pas pour tout fabriquer. Et les comédiens, dans certains cas, ou même souvent, sont paumés. Ils ont besoin, et c'est normal, d'un support. 74 A sur 1, deuxième. Action. Désolé, commandant, mais les hommes respiraient un peu. J'ai une bonne nouvelle. On a identifié la cible dans la voiture. Il s'agit bien de Koulibaly. On a aussi trouvé des documents qui indiquent un village où Diallo doit passer ce matin. Donc on a le lieu, on a l'heure. Hugo Becker. Juste une répète rapide. Écoute-moi, ta fille a toujours son gilet sur elle. C'est censé être un téléphone, faut que ça bouge un petit peu. Alors le film, à l'écriture, dès le concept, avait un procédé un petit peu particulier, puisque un peu à l'instar de films comme Searching, comme Unfriended Dark Web, c'est un film qui va être raconté depuis l'écran du protagoniste principal. On va le filmer en train d'utiliser son écran d'ordinateur et son écran de téléphone. On a des caméras fixes ou des caméras manipulées par les comédiens eux-mêmes. Donc là, vraiment, en fait, le travail, elle est située plutôt sur la logistique et puis sur le mélange des formats. 4 Alexa, une Komodo, 2 iPhones, les drones, des GoPro. On n'est pas en train de faire une explosion place du Trocadéro, quoi, où on en met partout pour se couvrir. On est sur des comédiens, sur du jeu, et on a 7 caméras qui tournent en même temps. C'est une expérience. Moteur demandé. Je dirais des iPhones, c'est quand même particulier. Hein. Alors je me suis pas mal renseigné, des collègues chez FOB qui m'ont pas mal renseigné sur comment vraiment utiliser l'iPhone. On m'avait mis en garde sur les prises longues. Et justement dans ce film-là, le principe c'était de faire des prises longues. On a dû beaucoup prévoir les problèmes qu'on allait avoir du fait d'utiliser des caméras non professionnelles. Qui ne sont pas faites pour ça. Oui, monsieur. Le joystick, c'est uniquement pour tirer. Le joystick, c'est pour tirer. Comme il y avait à chaque fois 2 plateaux à gérer en permanence, donc Nathalie Chéron m'aidait à superviser le deuxième plateau. Sur le reste du casting, François, comme ça y est, dont tous les deux fait pas mal de propositions, ils connaissaient leur rôle sur le bout des doigts. Dis-lui qu'il écrit à sa femme, déjà. Ok, là j'avoue bien, ouais. La liste est classique, Ryan. Ah, voilà, c'est ça. Et là, du coup, ça te marche. Parce que sinon, en fait, c'est trop chelou pour toi, effectivement, de. Je vais être sur le clavier. Ouais. Je fais un, quoi. Ouais. Et alors que si direct, tu fais ah, c'est pas, ça marche. Alors que là, si je te dis liste est classique, tu fais. Ouais. Ah. Et là, j'enchaîne. Ouais, le dimanche. Ça va, Marco. Thomas, s'il te plaît. Est-ce que tu veux me prendre en photo avec Hugo, s'il te plaît? Toi, t'es comme ça, toi. Bah Toi, oui. t'es une fan, quoi. Mais non, pas Toi, du t'es tout. une fan. Mais oui, bah si, je suis une fan. C'est énorme. C'est énorme. Moi aussi, je suis fan de ça. Ça, c'est la prothèse qu'il y avait avant, qu'on a faite sur mesure pour Kaina. Donc avant que ce soit posé, ça ressemble à ça. Et c'est ça qui donne de la profondeur. Non, mais ça fait, en tout cas, tu vois, en termes de superposition de couches, Ok, je vois. ça fait vraiment des effets de sang qui a bien envoyé. Donc là, l'idée... Kaina a un rôle donc, où elle mange quand même pas mal. On a fait attention à avoir des répétitions pour bien vérifier l'intensité. Je crois qu'il y a eu 2 jours de tournage, mais elle est sortie épuisée comme si elle était, comme si on avait fait 2 semaines, parce qu'elle s'est beaucoup impliquée physiquement. Et Elisabeth et Jean-Baptiste, les 2 terroristes, comme on était sur un décor où il fallait appréhender la manière dont ils se déplaçaient dans l'espace, donc on a fait beaucoup de répétitions entre 2 scènes. On disait bon, alors là, positionne-toi, ouvre la porte à tel moment. Non, ça marche pas par rapport au 4, parce qu'encore une fois, on était dans un dispositif où on pouvait pas
déplacer notre caméra pour mettre en valeur un élément ou en cacher un autre. Enfin, c'était du théâtre filmé dans l'approche pour la chambre d'hôtel. Il faut que tu aies une hésitation plus longue pour que Hugo ait le temps de placer son non à temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment d'hésitation, on se donne bien 20 secondes d'hésitation, j'y vais pas. D'accord, donc je le marque vraiment vénère. Bon, oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, parce que franchement, ça marchait très bien. C'est juste qu'elle l'a super bien fait. Mais comme JB, en fait, son aller-retour, en fait, elle peut pas le faire si JB est devant elle. En fait, c'était ça qui a merdé. Ah. C'était juste un truc de timing, en fait. Oui, je vois ce que tu veux Si dire. JB, tu lui laisses un tout petit peu plus de temps avant de revenir en arrière. Ouais. Comme ça, elle a le temps de regarder longtemps la porte, de faire son mouvement. Ouais. Parce que dès que tu te retournes, elle s'arrête de le faire. Et moi, du coup, je peux plus parler. T'as raison. Allez. On devait tourner toutes les séquences du Mali au Maroc. Et en fait, plus le temps avançait dans la prépa, plus le Maroc n'ouvrait pas ses frontières. Une fois qu'on a fini les 6 premiers jours, on s'est dit, bon, comment on fait puisque le Maroc ne rouvrira pas ses frontières, et que si on ne tourne pas dans moins d'un mois, ben, on n'a plus le réa, on n'a plus le chef-op, on n'a plus les acteurs. Donc c'est un peu compliqué quand on fait un film. Donc il y a eu l'option de la Bulgarie, et l'option de l'Espagne. Cuando el chico se mete a decir soldados, et ils font quoi après? Ils contrôlent vraiment. Se van realmente a controlar. La prod, on est parti le 13 juin. On a commencé à tourner le 15. Je crois qu'on a validé l'Espagne le 1er juin. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Merci le Covid. Concernant le village malien, concernant la fameuse villa, on est parti à leur découverte. Tous ces univers, on se les est complètement appropriés. On a réussi vraiment à créer des vrais univers authentiques. Une répétition. Ok, vas-y, tu la mets plus bas. Allez, on commence. Action. Sur site dans 5 minutes. L'équipe drone A, vous balayez la zone nord. L'équipe B, la zone sud. Vous nous dites si ça bouge. Vous nous couvrez le temps qu'on identifie et élimine l'objectif. Le tournage espagnol était finalement beaucoup plus proche d'un tournage classique parce que la caméra principale était une vraie caméra. Elle bougeait, il y avait des mouvements de caméra, il y avait des lumières, il y avait des décors un peu plus grands, c'était de la nuit. Paul me dit, en Espagne, écoute, ça va être bien, il va y avoir de l'action et tout, mais j'aurais peut-être besoin de te demander un truc et tout. Est-ce que tu veux pas être comédien un petit peu, quoi? Il va falloir que tu portes une des caméras, il va falloir finalement que tu sois quasiment le personnage principal, vu que c'est moi qui tire la caméra A. On va patiner un peu tout ça, les gars. Ça tombe bien, les mecs, on est super en avance. C'est bon? Est-ce que je le vois bien? C'est pas mal. C'est bien, c'est rapide, ça, c'est efficace. C'est pas mal. Vamos. Ouais, apparemment il manquait de figurants sur le tournage du pilote. À la base, je joue effectivement le mec qui les surveille au drone et qui éventuellement les shoot au drone. Mais c'est vrai que c'était assez amusant de se dire que tu pouvais être dans les deux scènes, en fait, des deux côtés et que personne ne s'en rende compte. Et puis je trouvais ça assez sympa aussi d'être un peu en immersion et de se rendre compte de ce que c'était la tension ou l'intensité qui pouvait exister au sol. Par rapport à celle qui a lieu dans la cabine de drone, qui est aussi effectivement costaud, mais qui n'a rien à voir en termes de sensations physiques, voilà, qui sont beaucoup plus mentales. Il y a un truc, un sujet que tu devrais parler. Ouais, du travail d'équipe. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, en tout cas sur un film, c'est que le réal, encore plus que les scénaristes, ils ne se sentent pas comme Dieu tout-puissant qui sait tout, qui voit tout et qui décide de tout. Alors, je pense que c'est un rôle de chef d'orchestre. Moi, quand j'ai écrit le film, j'avais ma vision de ce qu'est le film, mais ce qui lui a donné sa forme actuelle, c'est les inputs qu'ont pu avoir tous les collaborateurs du film, que ce soit à la production, dans les équipes techniques, chez les acteurs. Les acteurs ont fait des super propositions qui ont permis d'enrichir leur personnage. Les producteurs ont beaucoup aidé à amener le script plus loin. L'équipe technique aussi, par son travail sur les décors, sur le son, sur l'image, a amené aussi pas mal de choses. Donc c'est vraiment important, je pense,
de ne pas oublier qu'un film c'est avant tout un travail d'équipe.